Amis de Zone Franche, bonjour. En avril 2020, quand il annonçait son retour à la case Nouveau Départ, des personnes averties de la vie politique ici chez nous au Bénin vendaient cher sa peau, tant l'homme était trop dur et acerbe dans ses dénonciations. Très peu ne parvenaient pas en effet à comprendre comment l'artisan de l'élection de Patrice Talon 2016, après avoir rompu avec la nouvelle conscience, a pu se retrouver à faire chemin avec l'USL, alors parti de l'opposition. Et si 2020 a sonné le retour à la rupture de Constantin Amoussou, il ne vous a certainement pas échappé ce trop grand silence assourdissant pour quelqu'un qui a tout de même exprimé son soutien à un régime en exercice. Que s'est-il passé durant ces 2 années, considérant par ailleurs l'étendue des relations, de très bonnes relations entre ce leader politique et des amis politiques de la mouvance? Nous voulons citer Luc Setonji Atropo, pour lequel il a d'ailleurs publiquement et ouvertement appelé à voter lors des communales dernières. L'invité du jour de votre émission Zone Franche est un homme de lettres, poète, essayiste, analyste politique, chroniqueur littéraire, mais aussi jeune leader politique qui a fait son petit parcours depuis les premières élections communales 2023. Constantin Amoussou, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami, bonjour à vous tous, bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de revenir sur le plateau de Zone Franche sur Canal 3. Et cela fait 2 ans en réalité que je ne suis plus passé par ici. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, tant vous animateurs que je retrouve les téléspectateurs de Actu, enfin de Zone Franche, voulais-je dire, par Actu Matin de Zone Franche. Et je voudrais leur souhaiter bon dimanche, bon repos dominical. Et ce sera un plaisir de passer quelques moments en compagnie d'eux et de vous-même d'ailleurs ce dimanche-ci. Merci, je suis avec Wahab El-Karabon. Bonjour Wahab. Bonjour Emmanuel Niambossou, bonjour Constantin Amoussou. Je voudrais rectifier très rapidement. Emmanuel Niambossou, vous avez parlé des élections communales de 2023. Je pense que vous voulez parler plutôt des élections de 2003 dans votre introduction. Constantin Amoussou, je viens à vous maintenant. Vous avez en quelque sorte disparu, je dirais, des radars de nos télévisions. Vous-même vous rappelez tout à l'heure que ça fait 2020 que vous étiez par ici. On est bien curieux de savoir ce que devient Constantin Amoussou. Merci à vous. Je suis là, Constantin Amoussou est là. Et il bouge, il va, il vient, il fait des séances, il travaille, il rencontre des gens. Et si vous vous rappelez très bien, j'avais laissé entendre à mon passage ici en 2020, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, que désormais ma façon de contribuer à l'action politique en construction dans mon pays sera différente. D'une part, que je contribuerai à mettre en exergue, à mettre en valeur, à valoriser, à mettre en vedette ce qui se fait de beau et de bien. Et que quelquefois, lorsque je pourrais ne pas être en accord, je trouverai le canal pour faire parvenir mon opinion, mes observations et peut-être mes propositions. Cela, j'ai été conforme à ça. Je ne m'en suis pas éloigné depuis tout ce temps. Et il faut dire en vérité qu'entre ce moment et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, même si je ne les mettais pas particulièrement au devant des médias. Pour illustrer un tout petit peu, je dirais qu'en dehors de mon action, de mon soutien à M. Luc Atropo, à mon ami Luc Atropo, devenu plus tard maire de Cotonou, nous avions fait énormément de choses. En particulier, je peux rappeler qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2020, oui, qui s'est soldé par un chaos retentissant, j'avais eu une action d'abord en tant que Constantin Amoussou avec mes soutiens et amis, mais ensuite et surtout nous avons travaillé dans le cadre d'une association qui s'appelle la Dynamique Continue. La Dynamique Continue, qui d'ailleurs est le mot d'ordre que le chef d'État lui-même a repris plus tard, était une association, demeure une association à travers laquelle nous avons identifié les œuvres de développement du régime de la rupture et nous avions considéré qu'il était important de valoriser ces choses et de travailler en sorte que cette belle dynamique-là continue. Une association, il faut le dire. Politique. Oui, je dois vous le dire. C'est pourquoi je vous ai parlé des œuvres de développement. Des œuvres de développement. Nous ne sommes pas du tout allés sur le champ politique.
pas sur le champ Peut-être politique, pas mais sur lorsque... le temps purement politique. Oui, à la vérité, effectivement, si l'on veut faire de l'étanchéité, l'on se rend toujours à l'évidence que sur la gouvernance ou la gestion d'un pays, il y a peut-être une imbrication politique entre autres choses. Mais il reste qu'il faut savoir distinguer et surtout ne pas faire un mélange des choses là où il ne le faut pas. Et lorsque nous parlons par exemple des œuvres de développement, je crois qu'on peut bien les distinguer de l'action particulièrement militante, qui est le champ réservé aux partis politiques et dans laquelle on n'est pas en devoir d'espérer voir des structures qui se font appeler associations, parce que à politique par essence. Lorsque des écoles sont construites ici et là, lorsque des voies, l'éclairage public est fait, lorsque nous avons des infrastructures hospitalières de grande qualité d'accueil, lorsque nous avons des marchés modernes qui sont construits ici et là, est-ce à la vérité une question plus politique que de développement? C'est ça qui est la question. Si l'on décidait que, parce que c'est un gouvernement qui le fait, c'est politique et qu'il ne faut pas en parler, alors on se passerait d'en parler. Mais à la vérité, c'est qu'on prive les populations du bénéfice de quelque chose qui est aussi beau. Parce que si ce n'est pas mis en évidence, elles peuvent ne pas être en état de savoir, d'apprécier ce qui est fait de positif à leur profit. Et pour nous, la question n'était pas autrement de dire la réélection du chef de l'État comme sujet principal de campagne, concerne la dynamique contenue, parce qu'à la vérité, la dynamique contenue, la logique était que, quel que soit ce qui advienne, que l'on se souvienne que l'on est désormais sur un palier duquel nous ne pouvions pas descendre. Tout logiquement, le chef de l'État était là, il remplissait, et pour nous, en tout cas pour moi, tout personnellement, j'ai continué à travailler pour cela et j'ai milité à mon niveau, personnellement, pour sa réélection extraordinaire. Et la dynamique a continué. Ça, c'est pour la présidentielle de 2021. Oui, en dehors de ça, oui, voilà. En dehors de ça, et même toujours dans la dynamique de cette élection présidentielle, nous avons quand même fait des choses que nous n'avons pas toujours laissé apprécier médiatiquement. Parce que la vérité, quand j'ai quitté l'opposition, j'avais une conviction. J'avais la conviction qu'elle n'existait plus. Et tout le monde a eu l'occasion de considérer ou de constater qu'elle n'existe plus. Elle n'existait plus parce que... Elle n'existe plus, l'opposition? Elle n'existe plus. Ou alors vous pensez le contraire. Si vous pensez le contraire, mais doigtez-moi, enfin, indexez-moi l'opposition, d'où vous la voyez, qui elle est, sous quelle forme elle se manifeste. Et vous comprendrez, à la vérité, il y a peut-être une opposition de subsistance, la nature ayant horreur du vide. Il y a des hommes et des femmes qui continuent de faire un semblant d'animation. Mais à la vérité, si vous retournez dans le temps d'avant 2019 et que vous voyez ce qu'étaient les acteurs, ce qu'était l'intensité des débats publics, leur fond, leur force, leur vigueur, vous comprendrez que cela a cessé d'exister. Est-ce que vous ne pensez pas que les réformes et bien d'autres choses ont changé les choses et qu'il faut s'adapter aux réalités du moment? Oui, mais nous pouvons le dire. Est-ce que cela annule l'opposition pour autant? Je veux dire clairement que, d'une part, il faut s'opposer pour des raisons objectives. Oui. Et donc, lorsque les raisons objectives pour lesquelles vous vous opposez n'existent plus, votre opposition aussi objectivement devrait disparaître. En résumé, tout va bien et qu'il ne faille pas critiquer quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il ne faille pas parler de l'existence de l'opposition. Quand moi je dis que l'opposition n'existe pas ou n'existe plus, je ne dis pas qu'elle ne doit plus exister, c'est deux choses différentes. D'accord. Je fais le constat. Et je vous dis en vérité qu'elle ne pouvait plus d'acteur politique de l'opposition sur elle le ne terrain. pouvait, elle n'existe plus. Je vous ai dit qu'il y a ce que je pourrais appeler une opposition de subsistance. Mais si elle est une opposition de subsistance, ça veut dire qu'elle existe pour le principe ou parce que les acteurs n'ont pas trouvé les moyens, disons, de faire cette mutation. Donc, ils sont toujours sur la scène en train de se faire voir, en attendant peut-être de trouver la porte d'entrée. Parce qu'à la vérité, pourquoi l'opposition avait cessé d'exister, entre autres? Je peux avoir la prétention, je peux avoir l'air prétentieux. Pourquoi avait-elle cessé d'exister? Parce que je pense, avec toute la modestie que j'étais en droit de revendiquer, je pense aussi que j'étais l'une des personnes qui était opposée au régime pour des raisons les plus objectives du monde. Rien ne m'opposait à Patrice Talon.
Et s'il me croisait en chemin et me demandait, Constantin, qu'est-ce que je t'ai fait, je n'aurais été en mesure de rien lui opposer qui relève du champ d'une interaction entre lui et moi. Parce qu'à la vérité, à titre personnel, il ne m'a rien fait. Mais sur le plan politique, il y avait des actions sur lesquelles j'étais en désaccord. Des actions avec lesquelles j'étais en désaccord. Et cela dénote de ce qu'étaient et demeurent mes valeurs politiques, mes valeurs progressistes. Entre autres, je n'ai pas été heureux et content lorsque, en 2016, fin 2016, il me semble, les organisations estudiantines avaient été dissoutes, ou en tout cas, elles avaient été suspendues. Je n'avais pas été content lorsque on avait voulu supprimer la session de remplacement dans la mise en œuvre du système LM2. Je n'avais pas été... Licence, master, oui, doctorat. voilà. Je n'avais pas été d'accord au niveau de certaines réformes, notamment engagées par le chef de l'État, le régime, et peut-être aussi pour une bonne part l'Assemblée nationale, dans la période des élections législatives de 2019, mais on était arrivé à une vérité. D'une part, après 2019 et après la loi d'amnistie, les réalités cessaient d'exister, notamment pour le combat autour des réformes du système partisan. Tout au moins parce que la série de lois votées à partir de ce moment était l'expression d'une volonté de réconcilier les Béninois. Avant de venir à cette étape-là, il y en a qui pensent plutôt que votre désaccord avec Patrice Talon était lié au fait que vous avez bataillé dur aux côtés de la nouvelle conscience et que pour n'avoir pas été nommé, il fallait pour vous partir et tourner dos. Un peu comme si vous n'avez pas eu le bénéfice de la lutte que vous avez menée. Oui, vous savez, on ne peut empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Et à la vérité, chacun a le droit de penser et de voir le monde à sa façon. Tout particulièrement, il y a des acteurs pour qui les dividendes de leur combat politique se monnaient directement en termes de postes, etc. Et tout. Moi, personnellement, lorsque nous avions fini, ce n'est pas pour rien que j'ai milité à la nouvelle conscience plutôt qu'ailleurs. À la nouvelle conscience plutôt qu'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai milité là où ce qui était le principal ingrédient que nous avons vendu, c'était les valeurs. C'était les valeurs. C'est donc, et c'est pour cela que j'ai été à un moment donné en désaccord avec certains acteurs avec lesquels je suis arrivé. J'ai considéré que, puisque nous avons porté, nous, les préoccupations de valeurs pendant la campagne, nous incarnions ce que je peux appeler la conscience de la rupture. Nous incarnions la conscience de la rupture. On disait de Oscar Wilde qu'il était la conscience de l'Angleterre. Nous autres, nous incarnions, en tout cas à mes yeux, la conscience de la rupture. Si nous incarnons donc la conscience de la rupture, j'ai considéré que sur les choses qui pouvaient toucher à ce qui semblait être les valeurs essentielles sur lesquelles était basée la nouvelle conscience, nous avions le devoir de trouver le moyen de l'exprimer et de travailler patiemment pour avoir les résultats. J'avais le sentiment que ce travail-là ne se faisait pas. Et en tout cas, je n'avais pas les résultats qui me montraient qu'il se faisait. Et aujourd'hui, quelle est votre appréciation des choses? Si, des choses. La première, en arrivant à la rupture en 2019, notamment 2016, j'ai observé que d'une part, il faut de la patience pour faire bouger les choses. Vous êtes allé un peu plus vite en besogne? Non, il faut... 2016 n'est pas 2019. Le temps progresse. Et en politique, il faut toujours tenir compte du temps, de ces mouvements. Et savoir serrer les ceintures aussi. J'ai constamment, moi, toute ma vie a été faite de serrage de ceinture. Du coup, être amené à serrer la ceinture en 2000, à partir de 2016, n'était pas pour moi un fait nouveau. C'était une réalité habituelle, donc ça n'a pas été compliqué pour moi autrement à gérer. Alors, pour se dire, je considère que en 2019, j'avais de meilleurs éléments d'appréciation. Et je peux dire, oui, à la décharge de M. Pascal René Koupaki, qu'il avait des éléments d'appréciation que moi, je n'avais pas. Je peux le dire, il faut oser pouvoir le dire, et là-dessus, fermement honorable. Il avait, de la position qui était la sienne, des éléments d'appréciation que nous ne pouvions pas avoir de la position qui était la nôtre. Et peut-être aurait dû-il y avoir davantage de communication entre nous pour mieux comprendre, pour mieux convenir. Mais pour ce qui est essentiel, je dis encore, je le redis aujourd'hui, c'est d'une part, je suis, disons, globalement satisfait de l'action
du gouvernement de Patrice Talon, de son régime, j'ai aussi dit que s'il reste des choses sur lesquelles je ne suis pas en désaccord, que je suis en désaccord, que ce n'est pas ici, en tout cas que ce n'est plus dans les médias ni sur les plateaux de télévision que je le dirai. Donc j'ai mes canaux pour faire savoir ces choses. Donc si vous me demandez à savoir si tout va bien aujourd'hui, je vous dis que l'essentiel va bien. Et que s'il se trouvait une chose qui n'allait pas, si vous avez été Patrice Talon, je vous l'aurais dit. Il se trouve que vous ne l'êtes pas. C'est plutôt atypique. Ce soutien depuis 2020, vous avez décidé de soutenir Patrice Talon. Oui. Votre soutien est un peu spécial, puisque les jeunes qu'on voit soutenir, c'est qu'ils disent nous appartenons à tel parti politique, nous faisons désormais école avec ci, nous faisons chemin avec ci. Et vous êtes resté silencieux dans votre coin. Est-ce que finalement, ça a payé, ce soutien-là? Est-ce que ça a payé? C'est vrai que quand nous avons fini, d'une part, les élections communales et après l'élection présidentielle, nous avions à considérer si nous avions à nous faire voir tous les jours dans les médias ou par les écrits pour laisser à constater que nous sommes là et qu'il fallait que l'on pense à nous. Mais je suis conscient d'une réalité et les Béninois commencent à l'apprendre que ce qui importe aux yeux du chef de l'État, c'est ce dont chacun est capable, ce qui s'est fait, comment il sait le faire. Ce n'est pas le mat-vu quotidien. Ce n'est pas ni les agitations stériles comme on voit. C'est surtout que chacun, dans le compartiment où il peut être utile, travaille à être utile. Et ce que moi j'ai réussi à faire de plus grand au profit de la rupture, c'est d'avoir amené un grand nombre de jeunes qui étaient de l'opposition, qui pensaient qu'ils ne pouvaient jamais quitter l'opposition, y compris quand moi j'ai quitté, de les avoir amenés à rejoindre tous la mouvance aujourd'hui. Si vous regardez le tableau politique, c'est pour ça que je vous ai dit que l'opposition n'existe plus. Parce que regardez, quand vous allez dans les collines par exemple, et que vous vous rendez compte que tout ce qui faisait le remuement politique dans des communes telles que Banté, telles que Dassa, qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui dirigeaient même de fond les affrontements, eux aussi se sont ralliés à la mouvance. Vous devez vous demander comment ça se fait. Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière et qui ne viennent pas sur les plateaux pour dire nous sommes en train de faire ceci, nous sommes en train de faire cela. J'ai joué ma petite contribution. Partout où il y avait le feu, et même avant les élections présidentielles. Vous savez, nous étions en mesure d'éviter les affrontements et parfois les événements malheureux qu'il y avait eu à l'occasion de l'élection présidentielle 2021. Parce que quand je suis arrivé, lorsque je suis arrivé à la rupture, je n'ai pas coupé le pont avec mes amis. J'étais quand même l'un des leaders de l'opposition. Ouais. J'étais quand même l'un des leaders les plus en vue de l'opposition. Vous vous rappelez que j'étais le porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Et que mon nom de code au sein de l'opposition, c'est Chef Dragon. C'est Chef Dragon. C'est-à-dire c'est moi qui crache le feu. Mais je ne crachais pas que le feu. Toutes les actions stratégiques, pour une bonne part, sur l'initiative des jeunes, c'était... En tout cas, j'étais au cœur de ça. J'étais au cœur de ça. Alors, lorsque le commandant, c'est d'ailleurs l'un de mes noms dans la machine politique de la jeunesse, de l'opposition à l'époque et même aujourd'hui, la mouvance, dit... Attends, je me retire. Voyons, les autres veulent savoir ce que lui il a vu. Parce qu'il y a des choses de la position où il est qu'il peut voir que les autres ne pouvaient pas voir. J'ai donc été en mesure de ramener vers moi beaucoup de jeunes de l'opposition. Et la plupart d'entre eux étaient prêts à venir en même temps et même avant la présidentielle de 2021 à la mouvance. Je peux dire que j'ai un seul regret. Mon seul regret, c'est de n'avoir pas eu en ce moment-là un interlocuteur suffisamment attentif, pour porter avec moi ce que j'étais en train de réaliser. C'est-à-dire que vous ne faisiez pas suffisamment confiance en ce moment. Non, il ne s'agit pas d'une question de confiance. Les gens n'appréciaient pas ce qui pouvait advenir. Parce que la vérité, je crois que le pouvoir a été surpris aussi par ce qui est arrivé au lendemain de l'élection présidentielle ou bien avant les élections. Il a été un peu surpris. Parce qu'il n'a pas dû
apprécié qu'au-delà des leaders importants comme Constantin Amoussou qui a baissé les armes, que d'autres existaient et qui pouvaient être sous l'influence, disons, des personnes les plus en vue, qui n'étaient hélas pas sur le territoire politique, enfin le territoire national, et qui avaient intérêt à ce que les élections ne se tiennent pas dans ces conditions-là. Alors, ce n'était donc pas une question de confiance, mais c'était une erreur d'appréciation. C'est une erreur d'appréciation. Mais à ces mêmes jeunes, dont beaucoup ont été après dans la clandestinité, j'avais dit à l'avance pour quelques-uns, écoutez, faites attention, parce qu'à la vérité, sur la base de mon analyse du terrain politique, vous ne pouvez pas réussir ce que vos leaders vous mettent dans la tête que vous pourriez faire. Vous ne pouvez pas réussir à le faire. Et parce que vous ne pouvez pas réussir à le faire, c'est ici et maintenant qu'il faudrait que nous convenions. Tout au plus que vous continuez de dire, nous ne voulons pas venir à la mouvance, nous soutenons notre opposition, mais nous n'allons pas nous mêler à des actes de vandalisme, nous n'allons pas prendre des risques inconsidérés, au-delà du fait pour nous, si l'opposition réussissait à positionner son candidat, de voter pour lui. Vous n'avez pas été écouté en ce temps alors ni par ceux de vos amis de l'opposition, encore moins par ceux de la mouvance. Certains parmi eux étaient disposés à changer de cap si, au-delà de ma personne, on pouvait avoir un interlocuteur valable qui garantisse, disons, leur sécurité dans les nouvelles options qui étaient les siennes. Parce que la vérité, ils étaient quand même liés. C'est l'essentiel de mon regret. Mais après les élections, les gens ont bien compris ce que j'étais en train de dire. Et après l'élection présidentielle 2021, justement, tous ces jeunes, pour beaucoup, étaient obligés de recourir vers moi-même, parfois depuis leur lieu de clandestinité des îles, pour que je puisse faire ce qui était faisable pour obtenir d'eux qu'ils rentrent au pays et que progressivement ils se repentent. D'accord. Que ce soit réhabilité, comme on dit. Donc, à la vérité, vous avez vu qu'il n'y a pas eu autrement de chasse aux sorcières au lendemain des élections, à part peut-être les arrestations qu'il y avait eu de façon anticipée sur la base des éléments dont disposaient les renseignements. Il n'y a pas eu autrement de chasse aux sorcières. Et ça aussi, il a fallu des gens dans l'ombre pour permettre que ceux qui étaient en clandestinité reviennent au pays. Et aujourd'hui, si vous voyez que ça grouille un peu partout, que tout le monde va ouvrir bière ou le pays ici et là, c'est parce que des gens sont dans l'ombre et travaillent. Ils ne se font pas appeler par leur nom, ils ne disent pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des choses. Alors, on va considérer que tous ces événements que vous avez développés tout à l'heure, n'est-ce pas, sont désormais derrière nous. On est curieux de savoir quelles sont aujourd'hui vos relations avec les acteurs de la mouvance. Les acteurs de la mouvance, c'est ma famille. Autant que hier, je pourrais dire que j'étais l'opposition, autant aujourd'hui, je peux dire que je suis la mouvance. Pas que j'en fais partie, mais que je la suis, que je la porte, que je l'exprime, que je la soutiens. Et que s'il y a de ma part parfois une abstention à m'étaler autrement, c'est de considérer que le temps du travail est le temps du travail. Et que le temps politique est le temps politique, celui de la campagne, celui de la mobilisation. Celui de la mobilisation. Et tout particulièrement, en ce qui me concerne, j'ai continué de façon générale sur le plan national, mais particulièrement encore en ce qui concerne, disons, ma zone d'influence politique intime, à entretenir des relations assez proches. Vous parlez de la 6e circonscription électorale. La 6e circonscription électorale, vous savez très bien, vous savez pouvoir deviner cela. Enfin, vous le savez, parce que ça fait j'ai quand même déjà été un certain nombre d'élections où parfois a été recalé à la porte d'un certain nombre d'élections et ce fut constamment dans la 6e circonscription électorale, dont je ne suis pas que résident. Donc, je suis autant natif que résident. Et donc, c'est vrai que quand on entend à Moussou, on pense à une région beaucoup plus éloignée de la 6e circonscription électorale. Oui, mais il faut dire, d'abord, notre pays, c'est le Bénin. Et toutes les familles du Bénin ont le droit de s'exprimer politiquement un peu partout. Et qu'elle avait tout particulièrement
n'est plus aujourd'hui, pour commencer par là, je commence par là avant de revenir, et Calavi aujourd'hui tout particulièrement, n'est plus ce coin de village dont on pourrait penser que c'est seulement la zone des autochtones. Mais moi j'ai la chance, non pas que d'en être résident, mais d'en être aussi autochtone. Et il faut le relever très fortement. Je suis à Moussou. Vous savez, à Moussou, dans le Fa, c'est l'enfant qui naît juste après que les parents ont pris le Fa. Donc, c'est comme on pourrait dire le Favi, l'enfant du Fa. L'enfant du Fa. C'est celui qui naît juste après que ses parents auront pris le Fa. Et nous sommes à Moussou, mais on pourrait dire nous sommes les seigneurs de l'Iroko. Lorsque vous entrez dans le club, vous entendez des familles telles que Kinsi Klounon, etc. Et tout, qui fait le seigneur de Vodun Kinsi, ou Kenesi, n'est-ce pas? Mais nous sommes les seigneurs de l'Iroko. C'est-à-dire l'Okosa, vous savez, le quartier qu'on appelle la Badame, mais dont le nom à l'origine c'est l'Okosa. L'Okosa, parce qu'il y avait un Iroko là, qui d'ailleurs a été planté par mon aïeul. L'Iroko. Donc nous sommes les Loko Klounon. Et à Moussou, c'est le nom de mon grand-père. Et les enfants de mon grand-père, en réalité, ont choisi chacun le nom de leur père direct, le prénom de leur père direct comme étant leur nom plus tard. C'est comme ça qu'on a les Afokwe, les Amoussou, les Sobosi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes d'abord les Tokpanou, etc. Donc nous sommes d'abord les Loko Klounon, et nous sommes à Moussou, nous sommes à Fokwe, nous sommes Betokpanou, nous sommes Sobosi, etc. D'accord, l'histoire est bien longue et intéressante. On va revenir, n'est-ce pas, à ce combat politique dans la 6e circonscription électorale. Vous disiez avoir pris part, en tout cas exprimer l'envie de prendre part aux toutes premières élections de 2003. Oui, 2002-2003, c'était les premières élections communales dans notre pays. J'étais jeune étudiant. Et avec mes amis, nous avons décidé de nous engager pour ces élections. Nous avons donc décidé de partir avec une liste indépendante. Mais il y avait eu, ou à notre niveau, un manque d'information à un moment, ou au niveau des appareils, disons, chargés de diffuser l'information, quelques manques d'informations en ce qui concerne les dispositions à prendre de façon pratique. Parce qu'à la vérité, nous étions partis avec une liste indépendante. Donc nous avions prévu, dans les zones où nous pouvions, les titulaires et les suppléants, mais nous n'avions pas couvert, parfois, dans le temps, on pouvait aller aux élections à l'échelle seulement d'un arrondissement. Mais nous n'avions pas couvert tous les arrondissements de la commune de Calavi. Nous n'avions pas. Donc du coup, lorsque notre liste avait été, nous n'avions pas couvert plutôt tous les quartiers et nous n'avions pas présenté le nombre de candidats voulus pour couvrir en termes de suppléants de titulaires. De sorte que lorsque notre liste est parvenue à la CED, qui était le démembrement, qui est le démembrement de la Sénat, il nous a été demandé insuffisance de dossiers en quelque sorte. Donc nous n'avions plus assez de temps en ce moment-là pour refaire, mais c'était des erreurs de jeunesse. Et tout ce que nous avions comme dynamique, nous avons reversé ça au profit de quelques amis politiques en ce moment-là. Mais nous étions bien préparés pour plus tard. Et plus tard, c'était d'abord, en 2006, il y a la présidentielle de 2006. Ouais. Bien évidemment, je faisais partie de ceux qui ont porté Boni Yayi sous le vent du changement. C'était ce temps où nous ne voulions plus, où personne ne voulait. Je veux dire, en tout cas, l'essentiel, les jeunes, je revenais de l'université, nous ne voulions plus entendre parler des anciens hommes politiques. Je raconte une anecdote. Allons-y. Août 2005, je revenais de Dakar, où j'étais d'ailleurs avec quelques autres amis allés représenter le Bénin dans le cadre d'un concours international de droit international humanitaire. Et dans mon équipe, il y avait entre autres M. Oluchegun Tedjani Serpos, qui est maintenant le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale. Le magistrat Tedjani Serpos Oluchegun, il n'était pas encore magistrat à l'époque. Il était mon collègue à l'ENA. Il y avait aussi Franck Afoukou, qui est maintenant le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, et puis une camarade à nous, paix à son âme, Ifigénie Padjouda. Nous revenons donc de Dakar, et avions fait une escale à Abidjan. On était en 2005. À l'escale d'Abidjan,
nous voyons un homme se lever, sortir de l'avion. Et pendant qu'il se levait pour sortir, Olusegun, qui est à côté de moi, me touche, il dit, regarde, je lève la tête, me dit, regarde notre tout prochain président. Il parlait de Boni Yayi, c'était Boni Yayi qui venait de se lever. Il dit, regarde notre tout prochain président. Et pour l'anecdote, Olusegun Tidjani Seppos est le fils de son père, je veux dire, Tidjani, l'ancien député Tidjani Seppos, qui est le secrétaire général du PRD, dont le leader, Mbedi, était le candidat politique le plus en vue pour les élections. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le vent de changement était si fort que même dans la tête et l'esprit de celui dont le père a son candidat direct en jeu, Mbedi, il était clair que le prochain président, c'était Boni Yayi en ce moment-là. Donc je faisais partie d'un changement. On le voulait. Et j'ai travaillé ardemment à cela quand je suis rentré sur Cotonou. Nous avons travaillé ardemment à cela, à son élection. Et bon, voilà, il y a eu une série de choses. Puis il y a eu les déceptions qui ont suivi. Ça aussi sur le plan politique. Nous allons survoler ça. Mais il reste que en 2008, nous avons été quand même aux élections, les communales ensemble. Et j'étais alors le suppléant de M. Ronfort Julien, qui était devenu conseiller président de la commission affaires domaniales. Il y a eu les autres étapes, notamment en 2011 pour mes législatives. Je suis valorisé parce que j'ai une action politique présente. Je ne sais pas si c'est le temps de m'étendre sur l'ensemble de ma présence politique dans la commune d'Abomey-Caravé. Mais pour ce qui est remarquable et que personne n'aura pu oublier, c'est ce que nous avions fait d'héroïque en 2011. Parce que 2011, nous étions en face d'une réalité politique extrêmement bipolarisée. On avait d'un côté Boni Yayi qui voulait rempiler, et de l'autre côté l'opposition très fortement organisée et engagée avec l'Union fait la nation qui regroupait toutes les forces politiques antagonistes du passé. C'était inédit. Moi-même, j'ai travaillé aux côtés de cette force politique. Je venais d'ailleurs de démissionner de l'émission Bonjour Citoyen. Bon, j'ai démissionné quelques mois auparavant. Et nous avons travaillé de façon ardue. Et malheureusement, il se trouve que notre candidat ne passe pas et Boni Yayi est réélu. KO, d'ailleurs, par KO. Quelques 2 mois après, il devait y avoir les élections législatives. C'était dans un contexte où, vu que nous n'avions pas gagné l'élection présidentielle, personne n'était prêt à rien concéder pour les législatives. Du coup, nous autres jeunes n'avions pas de raison d'espérer que nous serions sur la liste. C'est dans ces conditions que mes éléments et moi, avec qui nous avons travaillé, avons dit, nous autres, nous allons nous porter candidats. Et c'est comme cela que, de fil en aiguille, nous avons une discussion avec le parti FNDD, Force Nouvelle pour la démocratie et le développement, qui venait de naître, dont le président était Thiabi Sanrigui. Et j'ai été alors porté pour conduire la liste dans la 6e circonscription électorale. Et ça veut donner quoi? Nous n'avons pas pu être élus. Mais en revanche, les résultats que nous avons récoltés sont restés, même notre campagne, sont restés héroïques dans l'esprit de beaucoup de gens. Nous avions eu près de 10 000 voix. Ce n'était pas suffisant pour être élu, mais c'était heureux dans un contexte où le dernier à être élu à l'époque avait 17 000 voix. Et c'était le candidat Oudé de la liste G13, Baobab. Oui. Mais ce qui a été héroïque aux yeux des gens, c'était quand même d'avoir vu ces jeunes gens qui s'organisaient, parfois à pied, parfois à moto, qui étaient à tous les carrefours, qui étaient à l'université, qui étaient partout, et qui attendaient parfois quand la circulation le permettait pour partager leur prospectus et puis porter un petit message de conscientisation. On pouvait le dire, et ces gens-là ont travaillé comme des volontaires, sans rien attendre en retour. Et même si à la fin de l'élection, nous n'avions pas été élus, nous avions eu une victoire symbolique de célébrer et avions pris rendez-vous pour 2015. Hélas, 2015, nous ne la ferions pas parce que vous vous souviendrez, j'étais déjà le leader de la jeunesse Nouvelle Conscience, donc comme président national des jeunes Nouvelle Conscience, et comme nous avions M. Pascal René Koubaki qui était notre candidat et qui, à la présidentielle, et qui n'avait pas de liste pour les élections intermédiaires, nous avons considéré que la discipline de groupe, en dépit de son mot d'ordre qui consistait à dire, vous pouviez vous faire héberger par d'autres listes, mais bon, moi je ne m'engage pas
D'accord. Nous avions dit qu'il fallait rester discipliné et attendre 2016. Voilà pour nous en tenir à cela. Bon, il y a eu 2019 et il y a eu 2020. Hein. Il y a eu 2019 parce qu'en 2019, je devrais conduire la liste de l'Union sociale libérale dans la 6e circonscription électorale. USL. Dans la 6e circonscription électorale. Mais comme vous vous rappellerez très bien, c'est vrai, la tête de liste est disputée entre moi et un certain Réseau et Pierre. Mais comme vous le savez, finalement, notre liste n'a pas pu passer, elle a été recalée. Mais nous n'avons jamais déposé les armes parce que nous étions quand même suffisamment préparés depuis 2011 tout au moins, ou même depuis 2003, mais particulièrement après 2011 et la première expérience conclue en termes de capacité à participer à l'élection. Nous étions suffisamment bien préparés. Bon. Donc 2020, on revient, et c'était le mouvement populaire de libération, puisque l'USL a dit qu'elle ne voulait pas aller aux élections, etc. et tout. Et mes camarades avec qui j'avais fait la clandestinité, Korokone et Tébé, Sabissira, oui, nous avons décidé alors, d'aller avec eux, mais il s'est trouvé que la liste va être à nouveau recalée à la Sénat. Donc c'est quand même un peu, depuis de longues années que mes amis et moi, mes soutiens et moi, dans la constance, nous avions travaillé sur le terrain politique de Godomé, tout particulièrement, parce que c'est à Godomé que je vis, que j'habite, que j'ai fait l'essentiel de mes actions politiques depuis une vingtaine d'années. Nous considérons qu'il faut continuer de creuser le terrain et cela, les partis politiques ou les hommes politiques que nous avions eu l'occasion de porter, y compris la nouvelle conscience avec Oupaki, en 2016, ça s'est fait ressentir. Nous avons été deuxième, mais en très très bonne position dans la 6e circonscription électorale et en particulier à Godomé. Donc, nous avons... Votre récit, il est bien long, il est bien joli. On est tenté de dire qu'on a affaire à un Constantin Amoussou quelque peu caméléon qui a traversé, je dirais, des hauts et des bas, des réussites et des échecs également. Maintenant, qui passe de la mouvance à l'opposition, de l'opposition désormais à la mouvance. Aujourd'hui, dans la mouvance, bien entendu, il faut formaliser les choses, atterrir au niveau d'une formation politique. Votre prochaine destination, c'est où exactement, Constantin Amoussou? Je vais paraphraser l'écrivain haïtien Michel Le Hérisson. Je dirais qu'il en est de l'homme politique comme de l'amour. Son présent n'est jamais simple. Son passé n'est jamais parfait. Et son futur est toujours conditionné. À la vérité, l'action politique appelle à observer de façon constante à la fois quels sont les éléments invariants chez vous, donc vos valeurs, vos points de fixation, et ensuite maintenant les éléments du contexte et les éléments du temps. Les éléments de l'espace et les éléments du temps. Tout personnellement, je ne suis pas seul. J'appartiens à un groupe d'hommes qui pensent, qui réfléchissent, qui agissent ensemble depuis de longues années, depuis au moins une double décennie quand même, dans l'arrondissement de Godomé. Nous faisons les choix ensemble, nous échouons ensemble, nous gagnons ensemble et nous vivons toutes les épreuves ensemble, dans une constante fidélité. Balançant du côté où je vais, là où je considère que c'est le moment pour le faire. Et à la vérité, comme j'ai pu dire, nous n'avons pas décidé de revenir à la rupture parce que nous avons renoncé à nos valeurs. Nous les gardons intactes. Nous avons décidé que plutôt que d'utiliser nos valeurs comme des armes de combat contre la rupture, nous allons les utiliser comme des armes de combat au profit de la rupture. Cela signifie quoi? Que pour nous, à l'intérieur de la famille rupture, que nous travaillons posément à convaincre de ce que sont nos valeurs, de ce qu'elles sont importantes au sein de la rupture, comme des ingrédients avec lesquels il faut bâtir. Maintenant, au-delà
de la grande famille qu'est la rupture, qu'est la mouvance, il y a les paroisses. Oui. Ces questions n'avaient pas plus d'importance pour nous jusqu'à maintenant, pour une raison qui est simple. S'il faut faire un choix, il faut le faire parce qu'il sera un choix durable. Oui. Alors, vous avez des valeurs, il y a bien entendu des formations politiques de la mouvance qui incarnent sans doute ces valeurs. Quel est le parti politique que vous sentez à même, je dirais, d'incarner ces valeurs et de vous accueillir, je dirais, aussi facilement? Les partis politiques viennent avec leur nom, oui. Leur idéologie également. Leur idéologie, leurs valeurs affichées. Mais aussi, il faut voir au-delà des noms, des idéologies affichées. Dans l'action, il faut lier et il faut rechercher réellement la cohérence entre l'idéologie exprimée et le nom que porte le parti. C'est une chose importante. Ensuite, que vous portiez les valeurs, c'est une chose. Mais je vous ai dit que le présent de l'homme politique est toujours imparfait parce qu'il est fait de considérations qui modifie, qui participe à l'expression du choix qu'il doit faire. Il ne le fait pas donc dans l'agitation. Il regarde aux valeurs, il regarde aux éléments de géostratégie, il regarde aux éléments géopolitiques, il exprime son choix. Nous avons étudié tout le temps ces éléments. Tout le temps ces éléments. Oui. Et vous en êtes à quel niveau à l'heure actuelle? Notre choix, il est connu. Oui. Il est connu et nous allons l'exprimer en son temps. Vous ne sentez pas être en retard par rapport aux événements? Quand on sait que Constantin Amoussou est ami à Lucas Tropo, qu'il a ouvertement soutenu en 2020 pour les élections communales, quand on sait que Constantin Amoussou a des amitiés, bien entendu, avec Joseph Diogbenou de l'Union progressiste et bien d'autres acteurs de l'Union progressiste, pourquoi ne pas dire clairement que la destination de Constantin Amoussou, c'est l'Union progressiste? J'aime votre sens de devinette. Et comme vous n'êtes pas seul, beaucoup de Béninois, sans doute, devinent de cette façon. Mais je vous demande de garder à l'esprit que nous sommes en politique et que les facteurs qui déterminent sont nombreux. Et qu'à la vérité, si les gens adhèrent au parti parce que leurs amis s'y trouvent ou que leurs amis les dirigent, c'est la raison pour laquelle on pourrait voir les gens changer de parti dès l'instant que leurs amis cessent d'être les chefs de ces partis politiques ou cessent d'y militer. Et à mon âge, avec mon parcours, je ne peux pas faire conduire mon action politique uniquement par le fait que telle personne est dans un parti politique. Donc, ça ne peut être que mon parti. Je dois exprimer mon choix au-delà de ces considérations qui sont des contingences. Je dois avoir un peu de la peine pour des gens qui auraient pu avoir adhéré à l'Union progressiste parce que l'Union était dirigée par M. Bruno Amoussou. Vous devriez alors avoir de la peine pour eux parce qu'à la vérité, cela devrait bien signifier qu'à partir du moment où M. Bruno Amoussou a exprimé le besoin de se retirer et que le parti a posé à son remplacement, ou alors ils doivent se retirer eux-mêmes, ou alors ils doivent passer de notre côté. Ou alors, parce que les hommes sont changeants et que nous avons bien pu observer que des personnes ont fait des migrations. Même si toute la vie de l'homme est une histoire de migration. Mais dès lors que nous aurons donc vu que des gens auront fait des migrations d'un parti politique vers un autre, tous les amis qui sont dans tel parti feront des migrations. Et l'on peut être éternellement en train de migrer d'un parti vers un autre. C'est pour ça qu'il faut méditer son choix. Pour vous qui êtes leader politique, je n'ai pas dit acteur politique, leader politique, ça suppose que vous avez un groupe de gens qui vous soutiennent depuis plusieurs années. Quels sont les éléments qui militent en faveur du choix d'un parti politique pour sa destination? Le premier élément fondamental, en idéologie pure ou en politique pure, je vais le dire en politique pure, ce sont les valeurs en commun. Parce que la vérité, l'on va ensemble quelque part parce qu'on a des valeurs en commun. Et c'est en ce moment si fort que même lorsque vous avez des divergences sur quelques points, vous pouvez avoir des courants à l'interne. Mais c'est à l'interne que vous avez ces courants-là. Dans le cas de notre pays, la réforme du système partisan est à ses débuts. Et nous n'avons pas, à ce jour,
la preuve, et peut-être même que nous avons la preuve du contraire, que les gens aient opéré leur choix en fonction des partis politiques dont ils partageaient les valeurs. Autrement, ils auraient eu du mal à quitter un parti pour un autre. Moi, si vous suivez mon histoire et mon parcours, c'est le parcours d'un homme de gauche. C'est le parti d'un homme de gauche dont les valeurs sont à gauche. Et quel est le parti de gauche au Bénin aujourd'hui? Et je vous demande d'apprécier, parce que j'ai dit, je viens de vous parler du Bénin. Et je vous ai dit que les choix au Bénin, il faut distinguer entre les noms des partis, d'une part, les idéologies réelles des partis, parce que c'est à travers les actes et les personnes qu'il faut les voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que Constantin Amoussou offre, n'est-ce pas, à un parti politique? Qu'est-ce que Constantin Amoussou apporte sur le terrain politique pour, je dirais, plaire ou séduire, charmer une formation politique? Je ne viens pas pour charmer. Je ne viens pas pour plaire. Je pourrais même dire que je viens pour déplaire. Parce que, pour dire la vérité, pour travailler dans la vérité, pour conduire les partis politiques vers la destination qui est la conquête du pouvoir politique, la conquête et l'exercice du pouvoir politique, c'est dans la vérité qu'il faut le dire. Ce n'est pas dans la séduction qu'il faut le faire. Il faut pouvoir contribuer. Je suis jeune. J'ai été formé par l'École nationale d'administration et de magistrature. L'école qui a comme vocation de former les acteurs qui vont diriger l'État. C'est sa vocation, l'École nationale d'administration. À telle enseigne que dans les pays qui ont inventé l'ENA, lorsqu'un homme politique arrive à émerger qui n'a pas fait l'ENA, on dit il n'a pas fait l'ENA, mais c'est ou l'ENA ou Sciences Po. Il n'a pas fait l'ENA, mais ça veut dire que c'est une exception. Donc je considère que dans cette vocation que j'ai depuis la formation d'être un acteur qui sert la République, j'ai le devoir d'examiner quels sont les points de contribution dont je peux être pour le parti politique auquel je vais adhérer. À ce titre, il faut travailler à sédimenter les valeurs du parti. Il faut travailler à les stabiliser, à stabiliser ces valeurs dans la conscience des hommes et des femmes. Et ça, c'est l'école du parti qui le fait. Et donc, moi, sans doute, vais-je me déployer en particulier dans l'école du parti politique auquel je vais adhérer. Et si cette école n'existait pas, je vais la faire créer. Et si elle existait, qu'elle était inerte, je travaillerai à la faire suffisamment animée pour en faire le centre d'innervation des valeurs essentielles du parti politique et donc le cœur même de l'action politique. 2023 n'est pas loin. Les élections législatives de 2023 ne sont plus loin. Quelles sont les ambitions de Constantin Amoussou? Les ambitions, les hommes politiques ont le devoir de les avoir. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas toutes des ambitions personnelles. Elles sont la recherche de la tribune à partir de laquelle vous allez exprimer votre volonté de contribuer à la construction de votre pays. Ça, c'est pour les hommes politiques en général. Pour Constantin Amoussou, c'est quoi exactement? Vous avez parlé de 2023. Ouais. C'est bien ce que j'ai pu comprendre. Oui. Les élections législatives. J'ai déjà tenté d'aller aux élections législatives par le passé. Et ce n'était pas une fantaisie. C'était parce que, tout particulièrement, j'ai considéré que j'avais les armes pour être un bon, et plus alors que cela, un excellent député. Cet appétit est encore intact. Je ne l'appellerai pas appétit, ce besoin, cet appel, puisque c'est une vocation. Si ce n'était pas une vocation, je n'aurais pas été appelé à faire l'école qui forme pour devenir les serviteurs de la République. Ce n'est pas un appétit, c'est une vocation. Et vous savez, moi, mon parcours, depuis, disons, le collège, pour m'en tenir à cela, a toujours été un parcours de militant. Un parcours de militant engagé, et le militant a comme avenir de diriger, de participer à la construction, à la gouvernance de son pays. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, Constantin, tel qu'il critique, on a hâte de le voir un jour dans l'action politique, dans la gouvernance, dans la direction. Et on va l'apprécier, on va voir s'il pourra se montrer aussi parfait
et qu'il a l'air de vouloir que les autres soient. Un parcours de militant engagé. Est-ce que, oui, on a entendu, vous avez parlé de votre parcours avec le G13, le Baobab. Il se fait qu'il y a un parti aujourd'hui qui Non, est... moi, je n'ai pas fait de parcours avec G13 Baobab. Vous avez... L'Union fait la nation en 2011. Oui. Oui. Est-ce que votre parcours de militant très engagé peut vous amener peut-être à faire un choix d'un parti dans votre sélection électorale? Le BS, par exemple, qui se retrouve aujourd'hui sans beaucoup de leaders. Le Bloc républicain est l'un des deux partis majeurs de la mouvance présidentielle. Il y a ce qu'on a pu appeler les partis satellites, mais le Bloc républicain est comme l'Union progressiste, l'un des deux partis majeurs. Sur la question que vous avez posée initialement, qui était de savoir si je n'irais pas à l'Union progressiste parce que mes amis sont là-bas, à l'Union progressiste, je vais pour vous rétorquer que mes amis sont aussi au Bloc républicain. Je pourrais vous en citer beaucoup. Je pourrais vous parler du ministre Adambi, Samou Adambi. Je pourrais vous parler de mon jeune frère, Crescent Agosso. Je pourrais vous parler de Hassan Yaouvi. Ce sont mes amis, mes frères de tous les jours. Je pourrais vous parler du ministre d'État, secrétaire général national du parti, Bio Tchane, avec qui les gens ne connaissent pas mon rapport, mais avec qui j'ai des rapports assez proches par ailleurs. Donc, si les choix étaient déterminés par le parti où l'on avait des amis, j'aurais été l'homme le plus malheureux. Parce que j'aurais été appelé à choisir entre un ami et l'autre. Entre certains amis et d'autres amis. Heureusement, les choix ne peuvent pas être, en tout cas pas essentiellement déterminés par le fait de là où se trouvent vos amis. Parce que vos amis peuvent cesser d'être là à tout moment. Et il faudrait que vous demeuriez constant dans le choix que vous auriez fait de façon durable. Est-ce que vous sentez un parti politique parmi les deux, l'un des deux partis politiques en difficulté dans votre zone, dans votre zone, dans votre fief? Si vous voulez parler en termes d'influence dans la zone, les statistiques existent pour chacun des partis politiques. Le Bloc républicain, c'est mes amis là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est décoiffé dans la sixième. Oui, mais déjà, une formation politique quelque peu édentée dans la constitution électorale que cite Herman Anyamboso. Ouais, dans la sixième, oui. La sixième de Taba. Est-ce que votre venue là ne peut pas être... ne peut pas combler ce vide quand Constantin Amoussou viendra avec ses lieutenants? Quelle que soit la formation politique vers laquelle j'irai, nous n'allons pas seulement combler un vide, nous allons faire une révolution. Parce que, à la vérité, même l'Union progressiste n'a pas de raison d'être fière de ses résultats dans Calavi, dans Godomé, aux élections dernières. Parce que ce n'est pas le nombre d'électeurs, ce n'est pas le nombre d'élus que vous avez, c'est le nombre de voix que vous avez réussi à mobiliser qui est le problème. Mais les élections communales de 2020 ont été marquées par un taux d'abstention particulièrement significatif, en particulier chez nous. L'abstention allait bien au-delà de 60%. 60% chez nous. Voyez-vous, à Calavi. Donc, il y a 60% de nos compatriotes qui ne sont pas allés voter. C'est ceux-là que moi, je voudrais aller chercher. Ils viendront avec moi. Et c'est que parmi ces gens qui n'étaient pas allés voter, il y a ceux qui étaient encore en ce moment-là liés à l'opposition. Certains sont dans un meilleur état d'esprit aujourd'hui. Il y a ceux qui disent de toute façon le jeu est plié, c'est pas la peine. On ira les chercher. Il y a les gens qui n'ont pas, qui sont restés indécis ou qui n'ont pas été touchés par l'effet de la campagne. On n'est pas allé les chercher. On n'est pas allé les sensibiliser. Ces personnes, ils vont les chercher. Et quel que soit le côté dont ça balance également le résultat du scrutin. Ça, alors Constantin Amoussou, quel est le baromètre que vous utilisez pour espérer qu'il y ait un minimum de confiance lorsque vous allez atterrir dans l'une des formations politiques de la mouvance? Parce que oui, vous avez amené la mouvance, mais entre-temps, vous avez, je dirais, intégré l'opposition. Est-ce que ça n'a pas fragilisé? Il n'y a pas un climat de méfiance pour autant, même si aujourd'hui on dit que Constantin Amoussou vient à la mouvance? La méfiance viendrait d'où?
du fait que vous avez fait entre-temps l'opposition, Oui, on se dit à tout moment, ce monsieur est capable de plier bagage et partir. Je demanderais si la méfiance viendrait du haut ou du bas. Nos téléspectateurs seront beaucoup plus intéressés par vos propres réponses. Oui, je voudrais savoir si c'est la base qui se méfierait de moi ou si c'est, disons, les responsables, je veux dire les décideurs au sein de la mouvance qui se méfieront de moi. Lequel niveau vous Parce inquiéterait? que si vous parlez des responsables, les décideurs au niveau de la mouvance, je peux vous dire qu'ils ne se méfient pas de moi, eux. Parce qu'ils savent ce que je suis, ce que j'ai apporté, même quand je ne parlais pas. Même quand vous ne me voyez pas sur les plateaux de télévision, ils savaient que j'étais en train de cultiver le terrain. Ensuite, en ce qui concerne les hommes et les femmes qui ont historiquement travaillé avec moi, qui sont sur le terrain, je ne viens pas seulement sur ce plateau aujourd'hui. Avant d'être venu ici, ça fait longtemps que je suis en train de faire le tour du terrain. Et donc, ce que nous allons faire, ça va être historique. Ça va être historique. Lorsque je vais décider de m'engager, lorsque je vais faire ma déclaration politique pour le parti politique que j'ai choisi, que mes militants ont choisi avec moi, et que nous allons commencer à nous déployer, ça va être un tsunami. Alors, nous sommes dimanche, la date nous sommes dimanche aujourd'hui, la date de cette déclaration, c'est quand exactement? On prendra le rendez-vous. C'est dans les prochains jours. Je vous dis dans les prochains jours, vous allez voir tout prochainement. C'est dans les prochains jours. Peut-être cela se fera-t-il dans moins d'une semaine, tout au plus dans une semaine. Tout au plus dans une semaine. Je vous le dis, ça se fera tout au plus dans une semaine. Est-ce que vous ne craignez pas, Constantin Amoussou, d'atterrir quelque part où il y a déjà un surnombre? Quand on prend l'UP par exemple dans votre zone, c'est vrai, vous parlez du taux d'abstention record, mais bon, il y a beaucoup de conseillers municipaux, des députés élus. Il n'y a que le BR qui dans cette zone. Il y a que le BR dans cette zone qui soit un peu en difficulté. Là maintenant, on ne va pas en politique pour le vote de quelqu'un. Oui, tout à fait. Si vous avez observé ce silence pendant 2 ans, c'est que forcément vous avez aujourd'hui des choix à faire. Dites-nous, Constantin. Et que vous espérez des gains. Lequel des partis a plus besoin de vous en ce moment? Tous les partis politiques, de l'opposition jusqu'à la mouvance, ont besoin de moi. Et lequel vous convient? Les partis de l'opposition sont exclus. Définitivement exclus, tout le monde le sait. L'opposition, je l'ai quitté définitivement, enfin, je veux dire. Pour aujourd'hui, je suis avec la gouvernance. Et aussi longtemps que cette gouvernance sera aux affaires, je serai avec elle. En ce qui concerne, en revanche, les partis politiques de la mouvance, qu'il s'agit de Moël, parce que c'est un parti de la mouvance aussi. L'UDBN, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, l'Union. Et je ne sais, en revanche, Moël, UDBN, Bloc républicain, Union progressiste, le renouveau. Ma destination est quelque part là. Ma destination est quelque part là. Vous avez le verre, c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes venu en tenue avec un verre un peu... Le verre, oui, et après? Oui, et donc vous irez dans le parti où il y a du vert avec le cheval blanc cabré. Mais il n'y a rien de plus vert que la végétation. Oui. Et vous aimez la végétation. Vous l'aimez d'ailleurs, la végétation. Vous aimez la végétation. J'aime la végétation. Oui. Et vous savez très bien que... Et vous aimez les chevaux aussi. Mais voilà. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est peut-être le dernier mot que je vais dire. Parce qu'à la vérité, il y a d'aussi bonnes raisons d'aller à l'Union progressiste qu'au Bloc républicain. Et pour la vérité, mon choix est quelque part là, parmi les deux. Je vous le dirai plus tard. Mais pour vous dire pourquoi il faut que je fasse un de ces choix, je vais vous raconter l'histoire de l'un de Buridan. Oui, allez-y. L'histoire raconte que l'un de Buridan avait faim et avait soif. Qu'il avait aussi faim que soif, et qu'il avait aussi soif que faim. Et comme il se trouvait qu'il avait aussi faim que soif, et qu'il avait aussi soif que faim, il est resté à se demander, est-ce que je dois manger d'abord? Est-ce que je dois boire d'abord? Est-ce que c'est le manger qui est plus important pour moi? Est-ce que ce n'est pas boire qui serait plus important? Et voilà que l'âme de Buridan est resté à s'interroger ce qu'il doit faire jusqu'à mourir de faim et de soif entre le seau d'eau et le flocon d'avoine. Il est mort d'indécision.
la leçon qu'il faut en tirer, c'est que quelles que soient les contraintes qui soient liées au choix que vous avez à faire, dans la vie, il faut constamment choisir. Et moi, mon choix, il est fait de façon irréversible. Il y a le choix de mes militants, de mes amis, de mes proches et de tous ceux vers qui je me porterai en temps opportun pour leur dire que nous sommes debout à nouveau et nous allons marcher. Et nous irons de concession en concession, de maison en maison, de rue en rue, de quartier en quartier, dans l'ensemble de la circonscription électorale. Et nous allons produire une révolution historique dont la CDM se souviendra. Merci Constantin Amoussou. Cette révolution est attendue. On attend de vivre votre choix, le choix de ce parti politique qui va vous accueillir. Vous nous avez dit dans une semaine environ. Oui, voilà. Oui, Emmanuel Amoussou, merci beaucoup. Le temps est passé vite, hein, même si on a noté que Constantin Amoussou a bien de choses à dire. Constantin Amoussou, merci beaucoup pour votre passage sur Zone Franche. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On prend le rendez-vous de dimanche prochain. En attendant, l'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.